Bon, mais très bien. Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième webinaire de la Mobile Banking Factory 2. Donc, bon, je pense que voilà, vous voyez tous mon écran. Pour ce webinaire, je vais improviser. Je vais pas passer mon slideshow habituel parce que voilà, j'avais aussi envie de vous montrer différentes choses. Bon, je l'ai quand même préparé, donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que voilà, ça fait maintenant 25 jours que la Mobile Banking Factory 2 est lancée. Il vous reste plus que 40 jours avant la grande finale, donc voilà, 40 jours, ok, vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais non, c'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est un délai qui commence à se raccourcir de plus en plus. Donc encore une fois, je vous invite à nous faire part de votre état d'avancement, de quelles compétences vous avez besoin. Les équipes de BeMyApp sont là pour vous aider, pour vous accompagner dans ce que vous recherchez en termes de compétences. Et puis surtout le tech support, il y a des partenaires qui sont actifs. Crédit Agricole Store, Salesforce, PSA, Xi et Orange. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Sur Slack, donc voilà, là je fais une petite démo de Slack. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, si vous ne connaissez pas encore, c'est pas bien, je vous le dis. Non, en gros, voilà, c'est important que vous puissiez aller sur Slack puisque on communique beaucoup d'informations. Voilà, là encore, vous pouvez voir que Guillaume, justement, qui est avec nous, interagit sur Slack. Chaque partenaire a vraiment un channel. Donc voilà, l'équipe de PSA, Noé aussi est très active sur Slack. Également, et puis voilà, vous avez un coach App Store, donc si vous avez besoin de conseils concernant la mise en ligne de vos applications, c'est là qu'il faut aller. Voilà, faut vraiment pas hésiter. Et enfin, si vous avez des questions d'ordre technique global sur le développement d'applications mobiles en général, vous pouvez demander à Benjamin, qui est notre coach BeMyApp. Donc voilà, faut pas hésiter, c'est un dev qu'on appelle brutal. Donc il sait et il pourra vous aider, vous guider en tout cas dans le développement de vos applications. Et puis les équipes de BeMyApp ont aussi un groupe avec une équipe dans chaque groupe. Donc sur cette interface là, on échange avec vous et c'est bien que vous échangez avec nous. Donc voilà. Je fais un petit rappel aussi sur le channel YouTube Mobile Banking Factory 2. Donc voilà, vous avez une petite playlist directement accessible sur ce bit.ly, donc bit.ly/YouTube MBF2, ok. Et puis là, vous pouvez voir tout le contenu vidéo qui a été généré lors de la Mobile Banking Factory 2, en l'occurrence la journée de broadcast, la journée de lancement, pardon, tous les webinaires API partenaires, et également, les interventions lors de la journée de lancement individuellement ont été diffusées. Donc, s'il y a une info que vous avez eu l'occasion d'entendre lors de la journée de lancement, vous pouvez la retrouver un petit peu plus de manière précise. Et enfin, sur Twitter, le hashtag MBF2, où on poste tous les contenus et où vous êtes bien entendu invité à vous exprimer sur des choses à améliorer ou des choses que vous avez envie de dire, des choses à partager. Et puis enfin, on a le groupe Facebook Mobile Banking Factory 2. Donc Facebook, pour certains, c'est peut-être plus utile par rapport à votre activité au quotidien. Et puis voilà, là, mon dernier post, c'était un rappel que le premier hackathon Mobile Banking Factory, c'est les 11 et 12 avril chez BeMyApp. Les bureaux sont ouverts tout le week-end, de samedi 10h du matin à dimanche après-midi. Je vous ai pas menti, on a vraiment un petit barbecue pour l'occasion. Donc voilà, il y aura les équipes du Crédit Agricole Store, il y aura les équipes de Salesforce et surtout, c'est un espace de travail, un week-end pour venir rusher et terminer cette application. Il y aura également le coach, donc Benjamin, développeur d'application expert. Et puis, je suis en train d'essayer de faire venir un designer. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas de designer, écoutez, voilà, encore une fois, je vous invite à venir pour nous en parler et puis surtout pour recevoir des conseils ou même carrément du soutien de la part d'un designer extérieur et qui fait office de coach. Voilà, du coup, j'ai suffisamment parlé. Je vais laisser la parole à Guillaume et Benjamin qui sont avec nous. Est-ce que vous êtes là avec nous?
J'ai l'impression d'être dans une salle de concert. Est-ce que vous êtes avec nous Ok, tu nous entends Alexandre? Ouais, je vous entends super bien. Je te passe l'écran, Guillaume. Oui, tout à fait. Super. Ok, c'est Euh, bon. ouais, juste avant que tu commences, je voulais rappeler justement aux participants que vous pouvez poser vos questions par l'interface chat. Ok, nous on les reçoit directement. Et puis il y a Benjamin qui sera aussi actif pour répondre aux questions. Donc n'hésitez pas même à nous faire un petit coucou, on est là, voilà, à manifester votre présence. Merci Guillaume. Ok, c'est parti. Bon, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire apporté par Castor. Pour rappel, hein, dans le premier, on avait vu un petit peu le démarrage, hein, comment je me connecte, comment je crée une application, qu'est-ce que je dois faire dans mon code avec les identifiants autres que j'ai obtenus quand j'ai créé mon application. Donc c'était plutôt orienté démarrage, hein, avec une petite vue sur le code, avec un exemple Android. Je précise qu'on a posté cet exemple Android sur le Slack entre-temps, et que ce qu'on va voir aujourd'hui, on mettra à jour notre lien, donc on repostera dans GitHub. Je signalerai dans le Slack quand ce sera fait. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, tout simplement, c'est on va commencer par voir la suite, hein, de la gestion de l'application. Donc une fois que j'ai fini de développer, enfin, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les petites astuces à retenir. Donc tout ça sera illustré, hein, avec des démos, hein, comme la dernière fois. Et puis on viendra un peu sur des aspects techniques aussi, avec quelques fonctionnalités dont le virement. Donc programme chargé, donc c'est parti. Ok. Alors, au niveau de l'application, la dernière fois on avait créé des jetons de développement qu'on avait insérés dans nos applications, puis on peut commencer à utiliser CSTAR, faire des requêtes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est un jeton qui vous permet d'avancer pendant la phase de développement. Et quand vous allez passer en production, c'est-à-dire quand vous prévoyez de finir votre application, la packager, etc., il faut revenir sur le portail et faire une demande de jeton de production. Là, j'ai mis l'étape en haut, c'est la création de jetons de production. Donc, vous voyez, quand vous êtes dans le portail, on va vous faire la démo. Vous avez cette petite bulle qui représente votre application en cours de développement, puis vous cliquez sur générer les jetons de production. Ça vous créera en fait une autre bulle, hein, comme on a vu juste en dessous. À ce moment-là, l'étape, c'est tout simplement de prendre les jetons qui sont dans cette nouvelle bulle de production, de les mettre dans votre application. Et là, vous pouvez vraiment faire ce que j'appelle le packaging de l'application, c'est-à-dire que vous la finalisez. Hein, s'il faut builder l'IPA, vous buildez l'IPA, etc. Là, vous êtes prêt, avec un jeton de production inséré dans l'application, vous êtes prêt pour déposer l'application dans les stores officiels. Donc, pour rappel, le CA Store ne distribue pas les applications, mais se limite à les référencer. On les distribue bien au travers des portails, des stores officiels, donc Apple, Google Play, etc. Donc quand vous postez l'application, ce qu'il faut bien savoir, c'est que suivant les stores, il y a des petits délais de validation, hein, c'est ce que je mets avec le petit chronomètre, le premier chronomètre. Il y a un délai de validation déjà par Apple, ça c'est clair. Sur Android, hein, il me semble que c'est immédiat. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pourra pas passer à l'étape suivante tant que Apple n'aura pas validé l'application pour que nous, on puisse l'avoir dans le store et la télécharger pour la tester. Souvent, les développeurs oublient un petit peu ce délai par rapport à la suite des événements dans CSA. Petite astuce, hein, on a vu le cas plusieurs fois, donc iOS côté Apple, des fois quand ils testent ces applications, ils vont vouloir des comptes pour se connecter. Vous pouvez éventuellement fournir des comptes. Alors là, je fais une petite parenthèse. À ce stade-là, votre application, même si elle a un jeton de production, elle n'a pas encore été validée, donc elle fonctionne toujours qu'avec des comptes développeurs. Donc en particulier le vôtre, que vous avez créé, que vous avez utilisé au travers de votre application, etc. Si vous voulez que Apple puisse tester, il faut leur fournir d'autres comptes. Je ne vous conseille pas de leur fournir le vôtre, puisqu'avec votre login mot de passe, on peut se connecter à l'interface du portail et récupérer vos identifiants d'application, ce genre de truc. Donc je vous conseille tout simplement, vous pouvez créer autant de comptes développeurs que vous voulez, alors pas la peine d'en créer 10 000, mais si vous voulez en créer un ou deux de plus pour les fournir à Apple,
Il n'y a pas de problème. Il faut voir ça comme des comptes de test. Ok, donc une fois que les applis sont validés par les stores, c'est là que donc quand les stores vous valident, ils vous fournissent l'URL finale de téléchargement de l'appli, ce genre d'informations. Donc vous allez compiler un peu ce genre d'informations, puis vous allez retourner dans le portail. Et là, vous verrez, le bouton a toujours été là, mais il faut cliquer que après avoir reçu toutes les informations. Vous pourrez demander la publication de l'application. Donc on va le faire en live. Les étapes importantes à retenir dans la demande de publication, c'est que voilà, ça va vous demander éventuellement de mettre des logos, de mettre une description. Alors il y a des choses qui sont faites avant, il y a des choses qui sont faites à ce moment-là. À ce moment-là en particulier, ça vous demande aussi les URL de téléchargement dans le store, sur le web. Donc c'est pour ça que je disais, il faut attendre que Apple ait validé pour pousser l'appli. Donc quand vous finalisez cette étape de demande de publication, ce qui se passe, c'est que côté CA Store, on reçoit une petite alerte qui nous dit, voilà, un développeur a fini une application, il souhaite la publier. Et donc ça nous permet de lancer le processus de contrôle dont je vous ai parlé dans toutes les dernières fois où on s'est vu. Donc en gros, nous, côté CA Store, on va télécharger votre application, puis on va faire les tests de sécurité, conformité, etc. Ça peut nous prendre très peu de temps. En principe, pour une application qu'on ne connaît pas, on a un minimum de 2 jours. Par contre, si l'application est complexe ou qu'il y a des choses un peu inhabituelles, qui ne sont pas forcément des mauvaises choses en termes de sécurité, mais nous, il faut qu'on analyse et qu'on comprenne l'application. Ça peut durer un peu plus que 2 jours. En général, je dis 2 à 5 jours. Et c'est 2 jours pendant lesquels on peut éventuellement être amené à communiquer avec vous pour vous poser des questions. Une fois que tout ça est fait, le CA Store peut valider l'application. Donc là, à ce moment-là, vous recevez tout simplement un petit mail. Là, j'ai mis un exemple. Ce qu'il faut comprendre dans cette validation, c'est que, l'application est référencée maintenant sur le portail CA Store. 2, en fait, elle a surtout été activée pour les clients. C'est-à-dire que maintenant, un utilisateur qui se connecte dessus avec un compte client, ça va marcher. Alors qu'avant, ça ne marchait pas. C'était une protection pour garantir qu'on a bien fait notre vérification de sécurité avant de faire marcher l'application. Et 3, en fait, elle ne fonctionne plus à niveau compte développeur. C'est 2 mondes distincts. Une fois que l'application a été activée, elle ne fonctionne qu'avec les comptes clients. Si vous voulez continuer à développer, je vous recommande fortement d'utiliser le premier jeton qui a été fourni au départ en cours de le jeton de développement. Ces applications, elles restent valides, ces jetons restent valides, ils sont là pour que vous puissiez continuer à développer et améliorer vos applications, ou si vous avez des nouvelles idées, faire vivre un petit peu votre application. Donc, assez parlé, je vous propose de faire une petite démo là-dessus, et on enchaînera, donc, on va faire la démo, on va faire l'expérience développeur sur le portail, puis on enchaînera sur les premières fonctionnalités directement dans cette démo en parlant de la customisation graphique et WebView. Pour ça, je vais laisser la parole à Benjamin. Donc Alexandre, si tu peux faire le switch d'écran chez Benjamin, s'il te plaît. Et moi, je coupe mon son. C'est bon, vous m'entendez tous? Oui. Oui, c'est bon, alors je vais commencer. Alors ce qu'on va faire, c'est on va aller directement sur notre espace développeur sur le portail. J'ai juste un petit peu. C'est chez toi. Ok, je vais reprendre. Donc on a plus un problème de son. On t'entend bien là maintenant, Benjamin, c'est bon? Voilà, c'est bon. Donc on va se placer sur notre espace développeur, sur le portail. Et on va retrouver l'application qu'on a créée la semaine dernière, qui est en cours de développement. Donc à cette étape-là, vous pouvez développer votre application, accéder aux données de test. Et une fois que votre application sera finalisée, vous allez vous poser la question de publier l'application. Donc pour cela, on a, comme on l'a dit Guillaume, un petit bouton qui s'appelle Générer les jetons de production. Ça va en cliquant dessus, ça va vous créer une deuxième application, en fait une copie de l'application. Donc là ici on se retrouve avec 2 applications, l'application en cours de développement que vous devez utiliser exclusivement pour vos développements et l'application en attente de validation dans les stores.
qui est celle qui, c'est les jetons et les identifiants qu'il faudra utiliser pour l'application publiée dans les stores, comme on indiqué. Donc il faut absolument qu'à ce moment-là, que vous, avant d'envoyer votre application dans les stores, vous récupériez ces informations-là, vous les mettiez dans votre application, que vous les conserviez parce que dans l'étape suivante, on verra que ces informations ne seront plus disponibles. Une fois que l'application est publiée, vous n'avez plus moyen à travers le portail de récupérer ces informations-là. Donc c'est très important pour vous de les récupérer, de les garder, de les mettre dans votre application. À cette étape-là, ce que vous pouvez faire, c'est publier votre application dans les stores. C'est-à-dire dans l'Apple Store, dans le Play Store et dans les autres stores si vous avez par exemple du Windows 8. Une fois que l'application a été validée dans les stores et présente dans les stores, vous revenez sur votre portail, dans l'espace développeur, et là, vous cliquez sur « Demander la publication ». Ici, donc, on va vous demander un ensemble d'informations. On va vous demander si c'est une mise à jour. Donc là, dans ce cas-là, ça ne va pas être une mise à jour, c'est une première application. Donc vous cliquez sur « Non ». On va vous demander des petits détails pour présenter l'application. Donc ces informations-là, c'est les informations qui vont apparaître dans le portail Crédit Agricole Store pour présenter votre application aux utilisateurs. Donc vous mettez une petite description, vous mettez la description générale, après vous listez les fonctionnalités, je vais mettre la première fonctionnalité, et en fait là vous décrivez votre application, je fais un peu n'importe quoi, là juste pour l'exemple. Vous avez vous remplissez pour qu'on puisse, en fait, que ça soit vraiment clair pour les utilisateurs qui arrivent sur le store, qui comprennent en 2-3 phrases à quoi correspond votre application et pourquoi ils doivent choisir votre application. Donc ça, c'est fonctionnalité phare. Ça, une petite description plus complète. Hein. Un petit mot de votre part. J'ai une super appli. Appli télécharger. Là. Allez, on va mettre ça. Ensuite, on va vous demander des informations si vous utilisez les données bancaires. Donc là, si vous utilisez l'API TCA Store, vous cliquez absolument sur oui, c'est ce qui vous autorisera à accéder justement à l'API TCA Store. Téléchargement payant, en principe, pour utiliser l'API TCA Store, on vous demande que ce soit gratuit. Donc vous mettez non. Vous choisissez l'application, le type d'application, là vous choisissez un peu ce que vous voulez, c'est pas forcément très clair, donc il n'y a pas peu d'importance. On vous demande à nouveau le type d'application. Donc normalement ça vous l'avez déjà pré-renseigné lorsque vous avez créé votre application de développement et vous avez la possibilité de le modifier ou d'en rajouter. Par exemple, on va rajouter une utilitaire. Ensuite, vous précisez les plateformes sur lesquelles l'application sera disponible. Donc par exemple, on va dire qu'elle est sur iOS et sur Android. Vous choisissez ensuite le logo de l'application. On va prendre une carte. Des captures d'écran, vous mettez ce que vous voulez. Alors ensuite, il y a des informations importantes, c'est les URL de votre application sur les stores. Que ce soit, donc il faut que ça soit en cohérence avec ce que vous avez marqué. Donc si vous avez marqué iOS, vous renseignez une adresse sur iTunes. Donc là je mets une adresse bidon, mais vous mettrez l'adresse que vous aurez récupérée une fois que votre application sera disponible sur les stores. La même chose sur Google Play. Et la dernière chose qu'on va vous demander, c'est en fait l'identifiant de votre application sur le téléphone. C'est-à-dire, c'est pour permettre quand par exemple on est on va échanger avec l'utilisateur, par exemple quand il a perdu son mot de passe ou quand il a activé son compte, on va l'envoyer par mail et ça permet quand l'utilisateur clique sur les liens, que ça vous redirige vers votre application. Donc c'est vraiment l'identification de l'application sur le téléphone. Il faut renseigner. Et la dernière chose à faire, c'est accepter la charte des développeurs. Donc là, on va soumettre l'application. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va vous dire qu'elle doit être validée par l'équipe CA Store. Donc on va réaliser un audit de l'application, comme l'expliquait Guillaume tout à l'heure. Et donc on va attendre la validation, Guillaume va le faire à côté, de l'application par l'équipe CA Store pour vous dire votre application c'est OK. Ou, donc à l'inverse, s'il y a des problèmes, on vous recontactera
pour vous dire de corriger certains les problèmes que vous rencontrez. Voilà. Donc là, Zoom, tu l'as validé. On va aller dans notre boîte mail. Et là, il y a un nouveau mail qui est... En fait, il y a deux nouveaux mails. Il y a un mail de confirmation que l'application a bien été postée et qu'elle est en attente de validation par le CS Store. Et il y a un deuxième mail là pour dire que l'application vient d'être publiée et qu'on peut la retrouver sur le portail. Donc là, elle est publiée, elle est accessible, donc vous reconnaissez le logo que j'ai mis, les petites fonctionnalités. Ça, c'est vraiment ce que les utilisateurs du CS Store vont voir sur le portail. Vous, ce que vous allez voir quand vous vous connectez à votre espace développeur, on va rafraîchir, c'est-à-dire que là, vous allez avoir dans les applications validées, vous allez retrouver l'application validée avec quelques stats. Donc vous, ce qui vous intéresse, c'est le nombre de personnes qui utilisent l'application. Les deux premières sont obsolètes, on va dire. Et en dessous, quand vous avez vos applications en cours de développement, vous n'avez plus que l'application qui est la première que vous avez créée, c'est-à-dire celle qui est en cours de développement. L'application qui est en attente de validation sur les stores, elle est passée au-dessus. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est on va se connecter avec un utilisateur. Donc je reprends l'application de démo que j'avais la semaine dernière. Je vais la lancer. Donc, je vais me connecter en production sur l'application de production. Donc là, je vais essayer de me connecter avec mon compte de développeur. On va voir qu'on va se faire avoir un message d'erreur qui nous dit que l'on n'a pas le droit de s'authentifier. Non, bien sûr, je me suis trompé. Oui, j'ai pas mis les jetons. Donc, je vais recommencer avec le client pour vous montrer le type d'erreur qu'on va avoir. Je vais juste vous montrer l'erreur que vous pouvez avoir si vous utilisez en fait l'application avec un compte du mauvais type. C'est-à-dire que les applications qui sont en cours de développement, vous pouvez accéder qu'avec des comptes développeurs, et les applications qui sont publiées, vous pouvez y accéder uniquement avec des comptes de clients réels. Donc plus avec vos comptes de développeurs. Bon, tant pis. Je n'arrive pas à vous montrer, c'est l'effet démo. Je vais passer à la suite. Donc là, je vous ai montré en fait le cycle de vie de l'application. Pour comment publier. Il y a également, vous pourrez, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mince, où est-ce que je suis sur l'application. Vous pourrez mettre à jour, donc il faudra faire à peu près le même processus une fois que vous allez mettre à jour l'application, c'est-à-dire générer l'application. Et là, ce qu'on va vous demander, c'est de préciser en fait dans le formulaire, lorsque vous allez vouloir la publier. Donc on va la publier, je vais vous montrer juste le début. Reprendre une application existante. Donc là, vous allez dire, on va récupérer tout, on va tout conserver et on va récupérer notre application. Et donc là, vous avez juste à compléter, mettre à jour les données si c'est nécessaire. Voilà. Ce qu'on va faire au passage, c'est maintenant vous présenter comment customiser les interfaces qui sont proposées par le CS Store, c'est-à-dire la page d'authentification, et puis également le virement qu'on va vous proposer tout à l'heure. Pour ça, si vous avez bien regardé sur les petites fiches des applications, vous avez un petit lien personnalisé. Il y a les deux. Ouais. Donc vous commencez déjà par en cours de développement. C'est là où vous allez en fait pouvoir déposer en fait un fichier CSS, c'est-à-dire que vous allez sur votre page d'authentification, vous la récupérez, vous la personnalisez avec le CSS, avec un fichier CSS. Vous pouvez à peu près tout modifier, la couleur, la forme, les textes et tout. Et pour tester, vous allez sur votre application de développement, vous déposez votre fichier CSS. Donc on va reprendre un fichier de CSS, j'en ai un à la racine. Voilà, c'est ce qu'on va faire, webinar CSS. Donc vous le déposez. Et là, surtout, vous ne renseignez pas les informations
sur les caisses régionales et vous validez. Et donc là, en fait, quand vous lancez votre application, vous allez retrouver votre personnalisation. Donc vous pouvez faire tout ça, modifier, en fait, mettre en place votre CSS. Une fois qu'il est terminé, ce qui va être important, c'est de revenir sur votre application et de la mettre sur celle qui est en attente de validation des stores. C'est-à-dire, avant de la publier, il faut que vous preniez votre CSS et que vous la déposiez sur celle qui est en attente de validation dans les stores. Vous allez faire exactement vous retrouver sur le même formulaire. Et ça, il faut le faire absolument avant de demander la publication. Parce que comme vous pouvez le voir, une fois que l'application est validée, vous n'avez plus la possibilité de modifier le CSS. Il y a un moyen de détourner, c'est-à-dire vous contactez le CSS Store, on peut le faire pour vous, mais il faut mieux le faire avant la publication. Voilà. Je vais passer la main à Guillaume. Alexandre, tu peux passer à Guillaume la main? Alexandre? Oui, yes, pardon, je me suis trompé, j'allais reprendre la main. C'est bon, normalement, Guillaume, tu as le lead. Super. Ok. J'en profite pour rappeler aux gens, aux participants, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire par l'intermédiaire du chat. Hein. Encore une fois, Guillaume et Benjamin sont là pour y répondre. Hein. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions. Ok. Donc là, Benjamin nous a fait une petite démonstration de tout ce qu'on a expliqué avant. Donc on a bien revu tous les points clés que j'avais cités. Juste voilà, pour terminer, là, on n'a pas pu faire la démo CSS, tout simplement pour une question de timing, et aussi parce que Benjamin, je pense, a bien illustré un problème dans lequel il ne faut pas tomber, c'est-à-dire que quand vous demandez les jetons de production ou les caméras qui vous avez vu, quand vous faites la soumission, les jetons ne sont plus accessibles. Donc là, si Benjamin ne pouvait pas faire la démo avec un compte client, c'est parce que bon, dans le cadre de la démonstration, on est allé vite. Hein. Mais voilà, on voit bien que ces jetons ne sont plus accessibles sur le portail après. C'est pour ça qu'on a limité un peu les tests. Mais voilà, vous pouvez vraiment complètement modifier avec le CSS le rendu graphique. À noter que vous pouvez aussi modifier les textes. Alors là, dans l'exemple que j'ai, voilà, il y a juste voir la démo qui a été modifiée. Et c'est un seul fichier CSS pour toutes les applications, pour toutes les pages web qui peuvent apparaître dans votre application. Donc les pages web CS Store. Les pages web CS Store, c'est ce qu'on appelle souvent les WebViews. Hein. Les WebViews, il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y a la WebView d'authentification, puis il y a aussi les WebViews du virement. Donc quand on va revenir dessus tout à l'heure, mais quand on déclenche un virement, le process c'est le même pour appeler une WebView. Mais aussi, si on revient sur la page d'authentification, vous voyez, il y a un petit lien s'inscrire. Quand la personne clique dessus, elle est redirigée vers d'autres pages web qui sont toujours affichées au travers de la WebView de votre application, dans lequel l'utilisateur est amené à créer son compte. Donc ça aussi, vous pouvez, via ce même fichier CSS, modifier ces pages-là. Les pages ont été écrites de façon à ce qu'un seul fichier CSS puisse suffire. Et éventuellement, si les difficultés que vous pouvez rencontrer, si vous n'avez pas accès au code HTML parce que vous développez uniquement sur mobile, hein, je ne sais pas si ça peut être le cas, vous pouvez nous pousser un petit mail pour qu'on vous donne le code HTML de chaque page. Voilà. Bon, c'est bien la customisation. Pour information, c'est quand même bien de laisser un point de client aussi dans un espace de confiance qui reconnaît. Donc là, je parle plus avec ma casquette de sécurité. Donc, par exemple, là, dans l'exemple, on voit qu'il n'y a plus de logo CSS Store. Bon, ça peut être bien quand même de laisser, de laisser un peu les grandes couleurs du CSS Store. C'est à l'image de ce que fait Facebook. Facebook ne propose pas de customisation. Quand je suis sur la page de temps de Facebook, je la reconnais bien. En termes de sécurité, tous les discours sont possibles. Hein. C'est-à-dire que si on s'appuie uniquement sur une interface que la personne connaît, l'attaquant il reproduira cette interface. Ça peut être limité comme
C'est pas vraiment de la sécurité, c'est plus du utilisateur qui se ressent bien dans son espace. Donc les points que j'ai soulignés en bas, ils ont été bien cités par Benjamin, à une seule exception, comme je l'ai noté. Le dernier sous-point, il faut bien garder le Power by CA Store. Il faut que ça reste affiché si vous modifiez le recul. Bon, je vais passer à la suite parce que le temps passe. Le virement. Donc vous pouvez faire un petit peu plus sur le virement, puisque il y a souvent beaucoup de questions là-dessus. Alors, le virement, ce que j'avais montré au lancement du hackathon, c'est de la MBL2, c'est ce slide-là qu'on a sous les yeux, c'est en 3 étapes, on va dire, fonctionnellement en 3 étapes. La première étape, c'est tout simplement de récolter les informations, alors quel est le compte émetteur, quel est le compte destinataire, le libellé, la référence, la somme, et là, il manque dans ma petite maquette le champ pour saisir la somme du virement. Donc il faut bien mettre tout ça. Et puis avec ces informations-là, on va construire ce qui nous permet on va construire l'URL de la WebView en question du virement. Donc là, l'idée, c'est de remettre une WebView, de glisser cette URL qu'on aura construite, je vais vous donner des exemples, et de charger ça. Et la page qu'on a au milieu va apparaître sur l'application et l'utilisateur est invité à se réauthentifier. Pareil, on n'automatise pas ces réauthentifications, c'est des aspects de sécurité, donc on ne retient pas le mot de passe, surtout pas de l'utilisateur pour le saisir là-dedans. C'est l'utilisateur qui doit bien prendre connaissance des informations qui sont saisies, qui sont visibles là. C'est vraiment de la réauthentification comme des processus bancaires sur ce type de fonctionnalité. Voilà, une fois que l'utilisateur il est connecté, tout simplement il a une page qui lui indique soit que le virement a bien été pris en compte, soit qu'il y a une erreur. Vous pouvez avoir des erreurs qui sont issues du point métier, par exemple la personne elle a fait un virement avec en faisant un découvert qui ne lui est pas autorisé, voilà, ça va déclencher une erreur et le texte sera affiché là. On ne peut pas vous donner la liste des typologies d'erreurs puisqu'on ne la maîtrise pas. Donc ça reste de la banque, hein. Il y a des erreurs qui sont volontairement pas explicites, où il y aura marqué erreur technique, où il y a des erreurs qui sont claires, voilà, vous avez dépassé, vous avez fait un découvert non autorisé, ce genre de choses. Vous ne pourrez jamais avoir toute la liste des erreurs ici. Il ne faut pas raisonner dessus. En petit exemple, alors c'est un peu brut comme ça, on va revenir sur la démo, mais en bas à gauche, je vous ai mis 2 URL. Donc on reconnaît bien les URL de l'API. La première, c'est l'URL qu'on peut appeler l'API. Il faut appeler cette URL sur l'API pour récupérer la liste des comptes émetteurs. Donc c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les virements ne sont autorisés que dans les comptes connus, le compte bancaire du client. Alors les comptes connus, on parle souvent de RIB préenregistré. Je pense que vous êtes tous clients de banque et que vous avez tous le même usage chez vous. Il faut d'abord souvent avoir enregistré son RIB auprès de sa banque et ensuite on peut faire des virements dessus. Donc sur CA Store, on n'autorise que les virements sur les RIB enregistrés auprès de la banque. Il n'y a pas de fonctionnalité d'enregistrement des nouveaux RIB, c'est volontaire. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ça n'y est pas. Donc on peut faire que des virements entre les RIB connus. Donc on va récupérer les RIB possibles pour l'émission d'argent. Donc par exemple, moi je vais faire un virement de mon compte courant vers mon livret A. Je vais appeler la requête compte émetteur. Je vais, vous voyez, dans la petite box, proposer à l'utilisateur de choisir son compte émetteur. Donc moi, l'utilisateur, je vais choisir compte courant. Je vais faire la même chose pour les comptes destinataires. Donc c'est une autre requête. Et je vais demander à l'utilisateur de choisir. Ensuite, ces informations-là, couplées au montant du virement, le niveau de l'opération, etc., vont permettre en deux de créer l'URL d'exécution du virement. Donc l'URL, en fait, on retrouve voilà, les identifiants du compte bas, les identifiants de compte émetteur que j'ai choisi avant, l'identifiant de compte bénéficiaire, le montant qui a été choisi, les libellés, donc il y a potentiellement jusqu'à 2 libellés en doc, libellés, références. Une page de redirection pour sortir du virement plus tard, on verra, c'est pas obligatoire ça. Et puis là, on y vient, un fameux paramètre access au token. Donc là, je vais faire un petit stop pour attirer vraiment votre attention, parce que c'est le point noir qui pose
toujours problème sur le virement. Donc là, vous voyez dans la documentation, on a fait une page sur ça. Je vous invite à aller dans fonctionnalités, virement. Voilà. Et il y a un certain nombre de prérequis techniques. Pour l'instant, j'ai parlé des choses essentiellement fonctionnelles. Mais comme on l'a dit, on appelle l'API pour récupérer les comptes émetteurs, on appelle l'API pour récupérer les comptes bénéficiaires, on fait choisir le montant, etc. Vous voyez un petit peu là, il y a tous les paramètres dont je parle. Donc le compte émetteur, le compte bénéficiaire, le montant, un libellé choisi, éventuellement une référence opération, c'est un deuxième libellé qui est proposé par les dernières normes bancaires pour les virements. On a dit un identifiant technique du compte BAM, donc ça c'est quelque chose que vous avez vu là, par rapport à la session en cours, normalement je ne reviens pas dessus. Et pour faire, donc là on est sur les paramètres fonctionnels, mais pour faire cette demande de virement, on va demander des choses un peu complémentaires. Vous voyez ici un token et le JSession ID. Pour bien faire comprendre de quoi il s'agit. Le virement, je recommence tout au début de l'expérience, dans le cycle de vie de la session. L'utilisateur se connecte. On a l'échange hôte. À la fin de cette connexion, on récupère un access token, sachant qu'il est passé par des WebView d'authentification. Qui dit WebView dit page web, qui dit page web dit cookie de session. Donc vous avez obtenu un cookie sans même le savoir pendant la phase d'authentification. Quand on arrive pour faire un virement, au-delà des paramètres fonctionnels dont j'ai parlé, il va falloir faire une nouvelle demande par request token. Donc c'est la première étape dans la connexion. Donc il faut que ce soit un nouveau request token, pas celui que vous avez utilisé pendant l'authentification. Et il va falloir le mettre en paramètre dans la WebView ici avec le nom auth token. En plus de ça, on va également vous demander de ressaisir le JSession ID qui a été obtenu pendant l'authentification. Je ne vais pas vous démontrer le pourquoi du comment tout ça est utile, mais c'est ce qui permet de fiabiliser le processus du virement pour des raisons de sécurité. Donc ça peut être un peu complexe vu comme ça de l'œil du développeur, mais c'est vraiment, on ne pourra pas se passer de ce genre de système. En fait, on a bouclé la boucle en termes de sécurité avec ça. Pour être un peu plus précis, je vais vous montrer un exemple de code. Juste avant, je fais les petites choses qu'on va voir. Donc, ça on verra après. Donc, je vais aller sur le code. Hop. Donc, le projet que je vais vous montrer, c'est la suite de ce qu'on a déjà publié. Donc, voilà, vous avez publié ce projet-là. On va le mettre à jour sous peu pour intégrer ce que je vais vous montrer là tout de suite. Donc pour ceux qui ont déjà regardé un peu le projet, si vous vous souvenez, il y a grosso modo une main activity qui se lance et qui fait à peu près tout. On a isolé chaque fonctionnalité dans des fonctions séparées. Et puis dans le main, on appelle toutes ces fonctions à la suite. Là, on a créé une nouvelle qui s'appelle virement. Et je vais essayer de vous décrire rapidement, on rajoutera quelques commentaires avant de publier. Mais on retrouve un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc en fait, on voit que la personne, le développeur ici fait la requête pour récupérer les comptes émetteurs. Donc c'est une requête castor systématique. On passe par cette fonction-là qui dans notre code assure la signature au hôte. Et puis voilà, on récupère là ici le compte qui est rangé à l'ordre 1. On fait la même chose avec les comptes bénéficiaires, là, on récupère les zéros. Donc cette étape là de récupérer, ça correspond normalement à une application cible où l'utilisateur il déroule, puis il choisit, je sais pas, genre le premier ou le deuxième, et voilà, donc s'il choisit premier, vous faites get 1, si choisit le deuxième, vous faites get 2. S'il choisit le numéro 0, parce que c'est un tableau, ça commence par 0, vous faites get 0, etc. Nous, volontairement, on ne prend pas le même parce qu'on sait que dans nos cas d'exemple, la plupart de nos cas d'exemple, la liste des comptes émetteurs et la liste des comptes bénéficiaires est la même. Donc, si je fais un virement avec le même compte émetteur et le même compte bénéficiaire, on aura un gros cas d'erreur. Voilà. Donc là, on prend deux différents. On spécifie un montant. Donc, pareil, ça c'est quelque chose que vous devez faire dans votre application, des références, etc. Et puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redemander. Voilà. Pour ceux qui ont un peu analysé notre code, là on est en train de redemander un nouveau request token. Donc si je remonte, je ne sais pas exactement où c'est, peut-être que c'est là-haut, voilà, on avait déjà demandé un request token ici.
Donc là, je suis bien en train de redemander un nouveau. C'est l'étape clé. Donc, je retrouve où j'étais. Voilà. Là, je demande un nouveau. Donc, dans cette variable-là, j'ai un nouveau request token. Alors, en fait, dans cette variable, j'ai un truc qui fait point d'interrogation au token égal. Vous voyez, pour récupérer derrière ce qui est égal, je pars cette variable et je récupère ce qui est à côté de l'égal, puis je le mets dans le autre token. Rappelez-vous, c'était un des paramètres ici, là, pour appeler mon. Et derrière, bah, en fait, là, il y a une petite astuce. Nous, on est sur un code assez simple. Hein, et on reprend notre objet WebView. Donc, on a développé un petit truc pour gérer automatiquement les callbacks. Hein, ça ne fait pas forcément ça. Et puis, bah, on lance l'URL dedans. Voilà, l'URL. Implicitement, là, on va mettre un commentaire avant de publier l'application. Comme j'ai repris la même WebView, ça m'a conservé le fameux cookie JSessionID. Donc là, vous ne voyez pas dans le code qu'il y a cette nécessité. Je vous incite à, si vous pouvez réutiliser les objets WebView, faites comme ça, vous ne serez pas embêté pour aller récupérer un JSessionID, le remettre de l'autre côté, etc. Pour ceux qui font des web apps, encore plus facile, vous restez sur votre session et puis enfin, voilà, vous êtes dans une WebView du début à la fin. Donc, les cookies, tant que je rappelle une URL qui fait www.crédit-sort.fr, ils sont repoussés. Voilà. Par contre, comme pour ceux qui l'ont vu, si vous rencontrez après les problèmes, je vous incite, si vous faites le virement, un peu des fonctionnalités un peu complexes, vous prenez votre application que vous développée, vous vous connectez, vous faites un virement, vous déconnectez, vous fermez l'application. Vous vous relancez, vous refaites le test, authentification, virement. Et parfois, pour certaines raisons, liées au code, hein, l'application va s'en donner un peu les pinceaux avec des web, enfin, avec des cookies, machin, etc. Donc ça concerne surtout, je pense, ceux qui n'ont pas fait cette technique de réutiliser la WebView. On a des cas où les anciens fichiers ID des précédentes sessions sont envoyés par l'application, du coup ça provoque des plantages côté serveur, vous avez l'impression que c'est le serveur qui ne marche pas, mais en fait c'est que les paramètres de sécurité ne sont pas respectés. Voilà. Typiquement, si je reviens un petit peu, quand vous avez un problème de paramétrage dans la liste que vous donnez ici, là, vous allez vous retrouver bien souvent ici, avec, au lieu d'avoir cette belle page formulaire, vous allez vous retrouver avec une page 412, erreur HTTP 412. On l'a documenté, je crois, dans le code, dans la documentation en ligne. Si vous avez 412, essayez d'intercepter votre requête-là et de regarder ce qu'il y a. Il y a forcément un truc. Par exemple, l'erreur classique, là vous avez remis, malgré votre volonté, l'ancien request token. Ou le cookie ne correspond pas au cookie qui avait été fourni, ou il y a une erreur, je sais pas, genre de compte identique ici, ou il y a des petites astuces, je crois également qu'on a documenté avec ça. Les libellés, il ne faut pas qu'ils dépassent 34 caractères, il faut qu'ils soient encodés au format URL. Comme tout, en fait, on ne précise pas forcément parce que c'est naturel. Donc je mets une valeur dans une URL pour une variable, il faut l'encoder d'abord au format URL tout simplement, parce que sinon il y a peu de chances que ça arrive au bout. Donc voilà pour le virement, on va vous poster ça. Nous, on est en train de travailler, là, si on a un peu de temps, on est en train de travailler sur un mécanisme assez simple pour faire de la redirection. Donc si vous voulez, là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment, voilà, ici dans la WebView, là, je peux lui passer une URL de redirection. Si je lui passe ce paramètre, c'est ça qui va déclencher l'apparition du bouton continuer qu'on voit ici. Si vous ne lui passez pas le paramètre, il n'y aura pas le bouton continuer. Ce bouton continuer, en fait, si je mets une URL de callback, il va juste rediriger le navigateur vers cette URL. Donc c'est plutôt sympa, ça fonctionne exactement comme l'authentification. Il y a des développeurs qu'on a vu qui n'utilisent pas ça, en fait, ils chargent la WebView avec un petit bras en haut là pour que l'utilisateur, quand il soit là, il puisse fermer tout simplement la WebView. Pourquoi pas? À vous de voir ce qui peut vous trouver plus simple. Donc si vous faites une redirection, il faut faire comme l'authentification, un mécanisme qui permet de cacher la redirection pour mettre la WebView en mode non visible. Petite astuce complémentaire. Donc quand je fais un virement, théoriquement, le solde de mes comptes
il est censé changer, parce que j'ai fait un virement, par exemple, de 100 € de mon compte courant vers un compte quelconque. Bah, normalement, mon compte courant, il descend de 100 €. Alors, au Crédit Agricole, c'est instantané, c'est-à-dire que l'information visible au travers des services bancaires sur le web est mise à jour instantanément. Ce n'est pas le cas dans tous les gens, mais ici ça fonctionne comme ça. Et par contre, vous verrez que, je vous invite à faire ce test, vous verrez que si vous avez mis en place le virement, vous faites une connexion à un virement et vous revenez sur la liste des comptes, des fois, même je pense assez souvent en principe, vous allez voir toujours l'ancien solde avant virement. C'est normal puisque au travers de Célestin, il y a un mécanisme de cache intermédiaire qui est là pour la robustesse de toute notre infrastructure. On a mis en place du coup une petite fonctionnalité pour bypasser ce cache. Alors vous comprenez bien, si on met en cache et on met une fonctionnalité pour bypasser ce cache, c'est un peu bizarre. Non, l'idée c'est que cette fonctionnalité, on ne l'accepte que principalement, il y a peut-être d'autres sous-cas, mais celui que j'ai en tête, c'est le cas d'un virement. Voilà. L'application a fait un virement, vous pouvez mettre une petite variable à on, genre ok, je viens de faire un virement. Et la prochaine fois que vous faites la liste des comptes, vous pouvez rajouter au lieu de ce petit header la cache contrôle non cache, qui demandera à Célestin d'oublier ces données en cache et de refaire rafraîchir les données en fait. J'insiste vraiment, cette fonctionnalité est très pratique si vous voulez vraiment que l'utilisateur enlève la mise à jour des données. Tout le monde ne le fait pas. Mais je vous demande de ne pas la mettre systématiquement, ça pourrait être une cause de refus. C'est-à-dire que si on a mis un mécanisme de cache et que toutes les requêtes demandent à ne pas utiliser, à bypasser ce mécanisme de cache, ça va poser problème. Je ne vous cache pas que je ne suis pas sûr qu'il marche partout non plus dans ce header. En tout cas, pour la liste des comptes, après un virement, vous pouvez le mettre. À la volée, vous rajoutez, et puis après, vous la renvoyez. Voilà, il y a une petite coquille dans les slides. Hein. Avant la publication, c'est un peu plus cool. Voilà. Donc là, voilà, je voulais vous proposer l'exemple de code, je l'ai déjà fait. Je propose juste d'enchaîner très rapidement sur une autre petite fonctionnalité qui, elle, pour le coup, n'a peut-être pas encore été documentée. Sur la liste des comptes. Alors, quand vous faites la liste des comptes, on a vu la dernière fois, vous récupérez un ensemble d'objets, donc là, au format XML, vous récupérez un ensemble de comptes, des comptes de TVA. Chaque compte, il a un libellé, catégorie qui correspond à catégorie type, etc. Enfin, tout un tas d'informations. Le sol, etc. Par contre, il faut bien comprendre qu'on passe par X outils entre vous et le mobile, on passe par X outils de parsing de JSON ou XML. Le dernier à faire ça, c'est votre mobile, hein, c'est le mobile qui est votre code qui va parser la réponse. Et par expérience, on sait que de temps en temps, les parseurs, ils ne conservent pas forcément l'ordre initial. Alors, difficile de dire si c'est côté serveur, côté mobile, un seul des deux, les deux, enfin voilà, on ne sait pas. Donc, par défaut, on a mis un petit champ qui s'appelle index, que vous voyez en bas, qui donne l'ordre d'affichage proposé, enfin, vous incite à suivre dans votre application. Donc, du coup, si le parseur il fait un peu n'importe quoi, vous aurez peut-être le premier ce sera un 1, le deuxième ce sera un 5, etc. Mais en reconstituant l'affichage par rapport à cet index, en commençant par 0 jusqu'à la suite, vous allez afficher les comptes dans un ordre plutôt sympathique. Voilà, nous c'est parce qu'on a fait de nombreux tests, on a vu de nombreuses applications, de nombreux cas, dans des cas un peu tangents, genre connexion Wi-Fi pas terrible, etc. On a vu que des fois, ça ne s'affichait plus dans le même ordre. Donc on a mis ça, et là vous pouvez très bien vous appuyer là-dessus. L'ordre, je ne l'ai pas décliné, je le décrirai peut-être un peu plus précisément. Pour faire simple, on affiche d'abord tous les comptes dont le client est titulaire, donc par exemple son compte courant, son livret A, etc. Parmi ces comptes titulaires, on remonte en haut le compte courant, pour que le compte courant soit affiché en premier. S'il n'y a pas de compte courant, pas de compte courant. Et puis derrière, là, on va afficher, on va regrouper ensemble, donc j'ai bien sur la notion de groupe, tous les autres types de comptes. Donc, dans moi, client de banque, je peux avoir mes comptes qui m'appartiennent, je peux avoir des comptes partagés avec ma compagne, par exemple, hein, donc c'est ce qu'on appelle des comptes co-titulaires.
Et je peux aussi avoir des comptes dont je suis responsable, mais qui ne sont pas les miens, par exemple les comptes de mes enfants. C'est les comptes dont je suis mandataire. Donc ça, c'est les 3 grandes familles. Nous, je rappelle que c'est anonymisé, donc on ne peut pas vous mettre le nom du propriétaire du compte ou le nom des propriétaires. Donc on a mis en place tout simplement un deuxième attribut qui s'appelle groupe, qui en gros va vous indiquer les regroupements de comptes que vous pouvez faire, mais là on est vraiment pour des graphismes avancés hein, dans les applications. Si vous savez faire ça, ce sera beaucoup plus fluide pour l'utilisateur. Le premier groupe qui apparaît toujours, c'est titulaire, principe. Si dans mon compte on demande les comptes qui sont les miens, j'aurai toujours ce groupe-là, qui va contenir mon compte courant, ce genre de choses. Et puis derrière, les valeurs, c'est plutôt groupe 1, groupe 2. Donc dans l'ordre, je vais avoir, je sais pas, un groupe titulaire pour le premier objet compte DTO. Le deuxième objet, je vais encore avoir un groupe titulaire, le troisième aussi peut-être. Et puis à partir du quatrième, je vais avoir un groupe 1, cinquième groupe 1, sixième groupe 1. Puis septième, je vais avoir un groupe 2, 1. Je peux pas vous dire, on ne peut pas vous dire si groupe 1, c'est les groupes dont je suis c'est les groupes de compte sur lesquels je suis co-titulaire, ou si c'est sur lesquels je suis mandataire ou co-titulaire avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les groupes peuvent être affichés, les comptes d'un groupe peuvent être affichés ensemble, le client s'y retrouvera en fait. Pas de doute là-dessus. Donc voilà, c'est juste pour aller un peu plus loin dans l'affichage. Le minimum qu'on vous conseille, nous, au moins pour avoir quelque chose de fluide, c'est d'avoir dessus l'index européen. Et puis, nous, on a mis en place ces fonctionnalités pour des cas où des personnes, vous savez, qui ont 15 comptes dans leur connexion web, mais ça arrive. Hein. Il y a des gens qui ont déjà 3, 4, 5, 6 comptes à eux, puis les comptes de leur femme ou leur mari, et puis ils ont les comptes des enfants, puis voilà, enfin, il y a plein de... on arrive parfois vite à 15 comptes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait prévu de montrer aujourd'hui. Je crois qu'on est à peu près dans le timing. Je ne sais pas s'il y a des questions. D'accord. On va regarder ça. Bonjour. Quel est le pris en compte des virements déclenchés? Alors, je lis la question devant. Bonjour. Quel est le délai moyen de prise en compte? Quel est le délai moyen de prise en compte des virements déclenchés par les applis comme APK Android et aussi une peut-être vraiment réussi. Alors, je réfléchis. La deuxième question, est-ce que le destinataire peut être notifié? Non, en tout cas pas par CA-Store. Là, on repose sur les services bancaires. Si le Crédit Agricole met ça en place, ça le fera et sans nous proposer. Pour l'instant, à notre connaissance, ça n'existe pas et nous, on n'a pas le mail. On n'a que ce que les services bancaires proposent, l'information en ligne. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas trop de possibilités de faire ça. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, vous pourriez demander à l'utilisateur dans l'application de personnaliser un peu ses destinataires, une adresse mail à côté, mais c'est pas, je suis pas sûr que les utilisateurs seront fans de ça, mais alors la première question. Alors en fait, que ce soit des APK, des IPA, etc., ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça utilise des API pour ça. Donc, la demande de virement est instantanée au moment où vous la faites. Donc comme si vous étiez connecté à l'application web de la banque et que vous faites un virement. Il me semble que c'est instantané du point de vue de l'émetteur. Donc, élevé, en tout cas, c'est ce que je m'affiche. Maintenant, quand est-ce que le destinataire reçoit l'argent, je pense qu'on ne peut pas vous répondre. Là, ça repose sur les traitements bancaires. Vous êtes tous clients de banque comme nous, ça prend au moins une journée. Savoir plus de détails, ça repose sur beaucoup d'autres choses que ces rapports. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a juste au-dessus, c'est qu'il y a une caractéristique
Écoute, oui, non, a priori, effectivement, il n'y a pas de questions supplémentaires. En revanche, voilà, si vous avez des questions, encore une fois, c'est maintenant qu'il faut les poser pour Benjamin et Guillaume. Euh, voilà, ils sont de toute façon disponibles sur le channel Slack, mais rien ne vaut une bonne une conversation orale pour une explication. Bon, mais a priori, Guillaume, Benjamin, il n'y a pas de questions supplémentaires à ce sujet. De toute façon, pour rappel, enfin, je rappelle aux participants que samedi, dimanche, nous organisons un hackathon dans les bureaux de BIMAYAP. Ok, donc pour les équipes parisiennes, on vous attend samedi à partir de 10 h du matin. Et pour les équipes en province, on organisera des sessions de visioconférence en one-to-one avec donc chaque équipe et du tech support, soit de la part du Crédit Agricole, soit de la part de Salesforce, soit de la part de Benjamin qui est le coach Mobile Banking Factory. Du coup, voilà, ben, on a des remerciements de la part de Antoine. Écoute, merci pour ton petit mot. De toute façon, le webinar sera enregistré et mis en ligne sur la chaîne YouTube de la Mobile Banking Factory. Donc c'est bit.ly/YouTube mbf2, ok. Et vous accéderez directement à toutes les chaînes, à toutes les vidéos qui ont été, à tous les webinars qui ont été faits lors de la Mobile Banking Factory. Et encore une fois, si vous avez des questions, je vous invite à voir sur Slack. Benjamin et Guillaume sont très actifs sur Slack. Hein, donc, je ne veux pas dire qu'ils spamment le forum, hein, mais ils sont très actifs. Donc, bon, voilà, si vous avez des questions, faut pas hésiter. Benjamin, Guillaume, merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Et puis du coup on se voit samedi dans les bureaux de BIMAYAP. Ok, Ok, allez, merci à tous et bonne continuation. ciao.